Il existe probablement des dizaines de vidéos et d'articles sur internet consacrés aux véritables Peaky Blinders, qui ne font en réalité que répéter les mêmes informations. Mais pratiquement personne ne parle des prototypes réels et des autres personnages. Aujourd'hui, nous avons décidé de remédier à cela et de vous raconter qui étaient les véritables Alfie Solomons, Darby Sabini, Billy Kimber et Billy Boys. Nous vous raconterons également les affrontements criminels authentiques qui ont inspiré les guerres des gangs de la famille Shelby. Nous vous parlerons du prototype possible de l'inspecteur Campbell et du rôle des femmes dans les gangs britanniques de l'époque, afin de répondre à la question de savoir si Tante Polly aurait pu exister dans la réalité. Si je vous ai intrigué, voici le vrai monde criminel de Peaky Blinders, du mauvais côté de la loi. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite mise au point. Oui, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de l'histoire réelle du gang des Peaky Blinders et que vous avez ouvert cette vidéo pour en savoir plus sur les autres gangs de la série. Mais pour que tout soit clair, logique et fidèle à la chronologie, je dois commencer par vous parler, brièvement, des vrais Peaky Blinders. Le gang de Shelby n'a jamais existé dans la réalité, tout comme il n'y a jamais eu de gang centralisé qui aurait pu servir de prototype. Les casquettes à visière, dans l'histoire de Birmingham, sont plus un phénomène qu'un groupe de personnes spécifiques. Nous allons maintenant essayer de vous expliquer pourquoi. Le 20 juin 1874, le journal Leeds Mercury publiait un article intéressant. Il racontait qu'un nouveau divertissement était apparu à Birmingham. L'auteur de l'article qualifiait de divertissement les bagarres qui éclataient de temps en temps entre les jeunes habitants des bidonvilles de Birmingham. Parfois, les affrontements entre bandes étaient organisés à l'avance, mais le plus souvent, ils éclataient de façon spontanée. Cela allait même jusqu'à ce que, même après la fin de la bagarre, les groupes rivaux se traquent et s'attaquent mutuellement. Ce sont principalement des adolescents qui participaient à ces divertissements, et la police fermait les yeux. Plus tôt, en 1872, le journal Birmingham Daily Post avait publié un petit article qui décrivait une émeute dans la banlieue de l'époque, dans un quartier appelé Cheapside. Selon ce journaliste, une foule de 400 personnes s'était rassemblée là-bas le dimanche soir. Ils ont cassé plusieurs fenêtres, puis se sont dirigés vers le centre-ville, sur Hill Street, où ils ont jeté des briques et des pierres sur les vitrines des magasins. Une fois lassés de ce jeu, les voyous ont commencé à insulter et à provoquer les passants. Une brigade de police est arrivée pour les calmer et a réussi à disperser la foule. Ces vandales se faisaient appeler la bande des bagarreurs. Les bagarreurs ne se sont pas limités à des actes de vandalisme mineurs. Au printemps 1872, le Birmingham Daily Post a publié un article décrivant le procès des deux jeunes garçons âgés de 13 et 14 ans. Armés de bâtons et de pierres, ils avaient frappé un policier avant de s'enfuir. Le tribunal les condamna chacun à 2 semaines de prison. Pendant toute une décennie, les faits divers criminels de la ville se résumaient à ce genre d'article. Un ouvrier de 16 ans, accusé d'avoir jeté des pierres et volé du poisson sur le marché local, fut condamné à 6 semaines de prison. La foule a lancé des pierres sur les policiers pour tenter de libérer le détenu, puis s'est dispersée à l'arrivée d'une brigade de police. En mars 1873, plusieurs voyous ont jeté de la boue sur les passagers d'un omnibus. L'indignation grandissait chez les habitants. Les bandes de jeunes s'en prenaient désormais aux quartiers centraux, jusque-là préservés, alors qu'ils n'osaient même pas mettre le nez dehors de Cheapside quelques années plus tôt. Certains chercheurs attribuent aux casquettes à visière les formes les plus diverses de criminalité organisée, allant de la contrebande jusqu'aux rackets. À notre avis, contrairement à leur incarnation à l'écran, les véritables Peaky Blinders n'étaient pas capables d'organiser de tels crimes. Une structure qui se livrait à des activités criminelles aussi diverses avait besoin d'un leader, d'un cerveau qui se chargerait d'organiser les crimes. Cependant, les différents groupes de jeunes militants qui se faisaient appeler les aveugleurs à visière n'ont jamais eu de leader unique. Les chercheurs qui étudient l'histoire de Birmingham au XIXe siècle ont tenté d'attribuer le rôle de leader à un certain Thomas McClough. On affirmait qu'il vivait dans le quartier de Small Heath et qu'il avait rassemblé autour de lui un groupe de jeunes gens. Cela ne correspond pas à la réalité. Le nom de Thomas McClough n'apparaît qu'une seule fois dans les journaux de Birmingham de l'époque, en relation avec l'incident suivant. Le 23 mars 1890, Thomas McClough et 2 de ses amis buvaient de l'alcool au pub Rainbow. Un homme du nom de George Eastwood est entré dans ce même pub et une dispute verbale a éclaté entre eux. Quelques heures plus tard, alors qu'Eastwood rentrait chez lui, il a été agressé par McClough et ses amis. Ils lui tendirent une embuscade et le passèrent à tabac. Eastwood a réussi à s'enfuir, mais il a dû passer plusieurs semaines à l'hôpital en raison de ses blessures. La police a ouvert une enquête et a retrouvé la trace de Thomas McClough, un charretier de 26 ans originaire d'Adderley Heath. Malgré les témoignages unanimes de ses voisins affirmant son innocence, McClough a été condamné à 9 mois de travaux intensifs. Quelques semaines après l'agression d'Eastwood, la rédaction du quotidien londonien Daily News a reçu une lettre dont l'auteur affirmait que cette agression était l'œuvre du gang des Peaky Blinders, les aveugleurs à visière, de Small Heath. Une lettre similaire a été envoyée à 2 journaux écossais, à Édimbourg et à Aberdeen.
L'auteur de ces lettres reste inconnu. Cependant, le nom de Thomas Mucklow a rapidement disparu des chroniques criminelles, tout comme il y était apparu. Il n'y a aucune information indiquant que Mucklow ait eu été démêlé avec la justice après avoir purgé sa peine. Les Peaky Blinders n'est qu'un nom donné à des groupes de jeunes issus de différents quartiers de Birmingham. Il s'agit en fait d'un terme local désignant tous les jeunes amateurs de bagarre. Les aveugleurs à visière, voyous de Birmingham, étaient des bagarreurs tout ce qu'il y a de plus ordinaire, dont les seules réalisations dans le domaine criminel se résumaient à se battre entre eux et à agresser des passants innocents. La version selon laquelle un gang se faisait appeler aveugleur à visière aurait, dès les années 1870, livré une guerre sans merci à un gang de Cheapside pour le contrôle du territoire, et c'est également douteux. Les gangs de Cheapside étaient en conflit avec de nombreux groupes de jeunes de l'époque, mais ces conflits étaient de nature spontanée et ne constituaient que des bagarres entre jeunes ivres. C'est un Écossais qui a le mieux répondu à la question de son appartenance à un gang. En 1906, à Glasgow en Écosse, la police a arrêté l'un des participants à une bagarre de rue ordinaire. Le constable a passé 1 heure à essayer de faire avouer au jeune homme arrêté qu'il était membre d'un gang, mais celui-ci ne comprenait même pas ce qu'on attendait de lui. Il répondait à toutes les questions de la même manière « Je ne comprends pas ce que vous dites, je vis dans Hope Street et tous ceux qui vivent dans ce quartier sont considérés comme des membres de gang. » À Birmingham, les choses se passaient à peu près de la même manière. À propos des lames dans les casquettes qui ont été baptisées visières pointues. Dans le second épisode de la première saison, les frères Shelby utilisent ces casquettes lors d'une bagarre avec le gang de Lee. Entre leurs mains, les casquettes se transforment en armes blanches dangereuses, mais en réalité, une telle situation aurait difficilement pu se produire. Un ancien habitant de Birmingham se souvient qu'à une certaine époque, cette mode existait bel et bien. La visière de la casquette était décousue, puis on y insérait des pièces de monnaie, des lames, des petits morceaux de métal, avant de recoudre la visière. Cependant, il n'existe aucune preuve de l'utilisation de telles casquettes dans des bagarres. Elles étaient portées pour suivre la mode. Les casquettes elles-mêmes étaient cousues dans des tissus souples, ce qui excluait toute possibilité de blesser gravement un adversaire. Il faut reconnaître que l'utilisation de casquettes avec des lames cousues à l'intérieur dans une bagarre est une invention, même si elle est très spectaculaire à l'écran. Les rasoirs dangereux étaient beaucoup plus souvent utilisés dans les bagarres. Ces rasoirs étaient assez grands et il était impossible de les coudre dans la visière des casquettes. Ils étaient tenus par le manche. Des matraques étaient également utilisées dans les bagarres, elles étaient courtes et lourdes, ressemblant vaguement à celles utilisées par les policiers. Entre des mains expertes, une telle matraque était une arme redoutable. Au cours de l'été 1895, un journal de Manchester a publié un article relatant l'arrestation de 2 voyous de Birmingham pour avoir battu un membre d'un gang rival. Les agresseurs se sont servis non seulement de matraques, mais aussi d'un tisonnier. Ces armes étaient bien plus efficaces que la mythique casquette à lame cousue. Que faisaient les jeunes Birminghamais en dehors des bagarres? Ils gagnaient leur vie par tous les moyens possibles, le meilleur étant d'aller à l'hippodrome. Les courses hippiques étaient l'un des divertissements les plus populaires en Angleterre à cette époque. Les noms des jockeys et leurs chevaux étaient bien mieux connus de simples citoyens que ceux des politiciens. Les ouvriers et les aristocrates, les soldats et les commandants, les écrivains et les membres de la famille royale fréquentaient avec plaisir les hippodromes. Les journaux sportifs étaient tirés à des millions d'exemplaires et chacun d'entre eux comportait une section entière consacrée aux courses à venir. De plus, l'hippodrome était le seul endroit où l'on pouvait légalement parier et tenter sa chance. L'absence de sécurité, l'insouciance des spectateurs, les foules immenses dans lesquelles il était facile de se fondre si on le souhaitait, tous ces facteurs ont fait les hippodromes l'un des endroits les plus dangereux d'Angleterre pendant plusieurs décennies. Les gangs d'autres villes, comme Liverpool, Sheffield et Nottingham, avaient également des hippodromes, mais ce sont les voyous de Birmingham qui ont décidé de ne pas se limiter aux courses locales. C'est aux courses organisées à Londres et dans ses environs qu'il y avait le plus gros magot à se faire. Les billets de train pour Londres étaient bon marché, si bien que les gars de Birmingham ont rapidement fait parler d'eux dans la capitale. Pourquoi les hippodromes britanniques étaient-ils si dangereux? En fait, les courses hippiques en Grande-Bretagne étaient organisées par le club des jockeys. Il s'agissait d'une organisation sportive qui pouvait contrôler les règles des compétitions, mais qui n'était en aucun cas responsable de la sécurité. Le club des jockeys n'avait pas le pouvoir d'arrêter les fauteurs de troubles, ni de s'opposer à eux. Très souvent, l'ordre public lors d'événements rassemblant plusieurs milliers de personnes était assuré par seulement quelques policiers en service. Ils ne pouvaient en aucun cas faire face aux ivrognes, aux resquilleurs qui se faufilaient après le début des courses, et encore moins aux voyous. Les journaux ont commencé à parler des crimes qui se produisaient à chaque course. Les autorités ont réagi en envoyant des renforts policiers aux hippodromes les jours de compétition, mais l'ordre n'a pas été rétabli pour autant. Les policiers faisaient parfaitement leur travail habituel, fouillant minutieusement tous les visiteurs à l'entrée, mais ils n'avaient aucune idée de la manière de se comporter avec des fauteurs de troubles potentiels. Les spectateurs aisés pouvaient acheter des billets pour l'hippodrome à un prix plus élevé. En revanche, ils obtenaient une place dans une tribune sécurisée, inaccessible aux petits escrocs.
Un billet pour cette tribune pouvait coûter plusieurs shillings, ce qui correspondait au salaire hebdomadaire d'un ouvrier britannique de l'époque. Cependant, tout le monde ne pouvait pas se permettre un billet aussi cher. C'est pourquoi les billets pour les secteurs moins chers, où l'ordre public était très mal contrôlé, étaient très demandés. Les voleurs de l'hippodrome pouvaient être victimes non seulement de pickpockets ou de voleurs ordinaires. Les hippodromes regorgeaient de criminels qui se faisaient passer pour des bookmakers, mais n'en étaient pas vraiment. Ils se faisaient appeler les Welshers. Un journal britannique de l'époque écrivait qu'ils avaient reçu ce nom en l'honneur d'un certain David Welsh, l'un des premiers bookmakers qui, selon la rumeur, ne payait jamais ses clients. Les Welshers n'agissaient jamais seuls. L'un d'eux prenait les paris des spectateurs et collectait l'argent, puis, pendant la pause entre les courses, il le remettait à son complice qui quittait l'hippodrome. Après la course, lorsqu'on réclamait son dû à un Welsher, celui-ci prétendait que la personne s'était trompée de bookmaker et avait probablement misé chez un autre. Si l'échange dégénérait en altercation, ses complices intervenaient. Soit ils se mettaient à se battre avec les parieurs, soit ils simulaient une agression du Welsher lui-même. Bien sûr, cette mise en scène d'agression était purement théâtrale. Les Welshers pratiquaient également une autre forme de fraude plus sophistiquée. Tous les paris importants étaient généralement consignés dans un carnet spécial, et le Welsher prenait le pari, mais ne le notait pas sur un cheval sur lequel le joueur avait l'intention de parier. Si ce cheval perdait, personne ne venait réclamer ses gains, mais s'il arrivait en premier, on montrait au joueur qui venait réclamer ses gains la note du carnet, en affirmant qu'il n'avait pas misé sur le bon cheval. Bien sûr, il y avait toujours des témoins prêts à confirmer que le joueur n'avait pas misé sur le bon cheval dès le départ. Comment pouvait-on savoir à quel bookmaker faire confiance et à quel bookmaker ne pas faire confiance? C'était pratiquement impossible. De nombreux bookmakers respectés avaient sur eux des carnets sur la couverture desquels leur nom était inscrit. Les Welshers se procuraient les mêmes carnets et les bookmakers honnêtes n'avaient donc d'autre choix que de se résigner de cette situation. De plus, ils étaient très souvent victimes d'agressions de la part des complices des Welshers. L'arrogance et l'impunité de ces derniers allaient si loin que ces agressions se produisaient non seulement à l'extérieur des hippodromes, mais aussi à l'intérieur, en plein milieu des courses. Pour tenter de se défendre, les bookmakers ont commencé à engager d'anciens boxeurs professionnels. L'ancien combattant devait simplement se tenir à côté du bookmaker pendant les courses, puis l'accompagner jusqu'à la gare. Cependant, cette mesure a monté les joueurs contre eux. Sans comprendre la situation, de nombreux journalistes se sont empressés d'écrire des articles affirmant que les bookmakers avaient une escorte, non pas pour se protéger des gangsters, mais pour régler leur compte avec les joueurs trompés. Un journal du Birmingham écrivait qu'on ne trouvait nulle part, ni de jour ni de nuit, une bande aussi effrayante que celle des bookmakers. Bien sûr, les jeunes de Birmingham ne pouvaient pas manquer une telle fête, et grâce au prix très abordable des billets de train, ils étaient des habitués des hippodromes du sud de l'Angleterre, et bientôt, on parla d'eux dans tout le pays. Un jour, les visiteurs de Birmingham, accompagnés de leurs alliés de Leeds, arrivèrent dans la petite ville de Scarborough, où devait se dérouler une nouvelle course. Leur arrivée à la gare a provoqué un tel émoi que la police locale les arrêta tous avant même le début de l'événement, puis les renvoya dans le premier train direction Birmingham. Les habitants de Birmingham ont gardé en mémoire cette humiliation et, un an plus tard, ils ont organisé un véritable saccage lors de ces mêmes courses. Une foule de voyous escalada la barrière séparant les tribunes de la piste et se mit à dépouiller les spectateurs de leurs bijoux et de leur argent. Pendant 10 minutes, ils ont pillé les visiteurs de l'hippodrome et ont confisqué les gains des bookmakers locaux. Les quelques policiers en service à l'hippodrome ne pouvaient rien faire et les renforts qu'ils avaient appelés arrivèrent alors que les habitants de Birmingham avaient déjà pris la fuite. L'hippodrome se trouvait à 3 miles de la ville. Les policiers se rendirent de l'hippodrome à la gare dans l'espoir d'y arrêter les criminels. Mais ils n'étaient pas là et un télégramme a été envoyé de Scarborough à Birmingham pour demander l'arrestation des criminels lorsqu'ils rentreraient chez eux en train. La police de Birmingham a renforcé ses effectifs à la gare locale, mais en vain. Ce jour-là, les gars de Birmingham ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont rejoint à pied la grande ville la plus proche, Derby, où ils se sont partagés le butin et se sont cachés pendant plusieurs jours. Après cet incident, les courses hippiques ont été interdites à Scarborough. Les habitants de Birmingham ont tellement apprécié cette façon de gagner leur vie qu'ils ont organisé toute une série de raids similaires sur les hippodromes du sud de l'Angleterre au cours des années suivantes. En moins de 4 ans, des raids similaires ont été organisés à Hall Green et Sutton Coldfield. Les expéditions suivantes des habitants de Birmingham n'ont pas toutes été aussi fructueuses que la première à Scarborough. Les habitants de Birmingham ont changé de tactique et n'ont plus rassemblé de foules importantes pour leurs raids. Le plus souvent, ils travaillaient en groupe de 6 ou 7 personnes qui se séparaient en cas de danger. Ils ne volaient pas non plus de manière très sophistiquée, car ils encerclaient leur victime, lui faisaient un croche-pied, puis, en l'aidant à se relever, lui arrachaient ses bijoux et son portefeuille. Parmi les gars de Birmingham, il y avait beaucoup de tricheurs aux cartes. Sur le chemin des hippodromes, ils jouaient souvent aux cartes avec des compagnons de voyage crédules et les dépouillaient de tout leur argent. À cette époque, les hippodromes étaient un véritable terrain de jeu pour toutes sortes d'escrocs et de criminels. C'est pourquoi Thomas Shelby, dans la série, avait tant envie de s'y installer.
L'un des principaux antagonistes de la série est Billy Kimber. Dans la série, il protège tous les bookmakers des plus grands hippodromes du sud de l'Angleterre. Charlie Creed Miles incarne de manière convaincante à l'écran un leader nerveux qui a des accès de violence lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Mais dans quelle mesure cette image correspond-elle à la réalité ? Billy Kimber est né à Birmingham en 1882. Son père était fondeur de cuivre et sa mère blanchisseuse. Bien que Billy ait grandi dans une famille unie, son enfance n'a pas été facile. Billy avait 5 frères et sœurs, marmaille. Ses parents devaient travailler sans relâche du matin au soir et le destin de leurs enfants semblait déjà tout tracé. La sœur cadette de Billy a commencé à travailler comme couturière à seulement 9 ans. La rue a été le mentor de Kimber. De nos jours, les médecins auraient diagnostiqué au petit Billy un trouble du déficit de l'attention. À la fin du 19e siècle, ce diagnostic n'existait pas. C'est pourquoi les amis de Billy le qualifiaient simplement de turbulent. À l'âge de 19 ans, Kimber a eu son premier démêlé avec la justice. Il a d'abord été incarcéré à la prison de Winston Green pendant 2 semaines pour avoir participé à une bagarre. Puis, quelques jours après sa libération, il s'est battu avec 2 policiers. Au cours de cette bagarre, il a fendu la lèvre d'un des policiers, ce qui lui a valu une peine plus sévère, et Kimber a été condamné à 2 mois de travaux forcés. Cependant, pendant les quelques semaines passées à la prison de Winston Green, il a réussi à se faire des relations utiles. Dans sa cellule, il a rencontré un londonien nommé George Sage, et c'est Sage qui a montré au jeune Kimber les perspectives qu'offraient les hippodromes si on savait s'y prendre. George Sage était un bon boxeur et il dirigeait également un petit gang dans le sud de Londres. Sage a également présenté Kimber à son ami, Wag MacDonald. Et si le jeune Kimber n'était à l'époque qu'un pion sur l'échiquier du monde criminel, Wag était quant à lui un personnage plus important. Certains chercheurs le décrivent comme un chef de gang influent du sud de Londres qui contrôlait une grande partie du West End. Ce gang ressemblait davantage à une entreprise familiale. Il accueillait tous les nombreux frères et neveux de Wag lui-même, et MacDonald gagnait de l'argent dans pratiquement tous les domaines. Il protégeait l'une des premières boîtes de nuit du sud de Londres et percevait des pots de vin de plusieurs bookmakers clandestins. On pouvait souvent voir Wag et ses frères aux hippodromes, où ils travaillaient comme gardes du corps pour des bookmakers honnêtes, les protégeant des machinations de leurs concurrents pendant que ses frères fouillaient les poches des spectateurs les plus modestes. Wag aimait l'intransigeance de Kimber, et ils sont donc très vite devenus des amis proches. Après s'être rapproché de MacDonald, Kimber a décidé de quitter Birmingham pour Londres. À Londres, Wag a commencé à initier petit à petit son jeune ami aux affaires. C'était peut-être parce que Wag ne voyait parmi ses frères personne sur qui il pouvait compter. Il savait que leur limite était de fouiller les poches des autres pendant les courses, mais rien de plus. Wag a su voir en Kimber ce que les autres ne voyaient pas. Kimber est rapidement devenu le bras droit de Wag MacDonald. On sait qu'à l'été 1910, Kimber et les frères MacDonald ont participé à une bagarre avec un autre gang du nord-est de Londres, les gars de King's Cross, le quartier où se trouve la gare du même nom, célèbre dans le monde entier. Toutes les personnes qui ont trouvé leur place de l'autre côté de la loi n'ont pas eu le privilège d'avoir un livre écrit à leur sujet. Un livre a été écrit sur Wag MacDonald, rédigé par son neveu. Brian MacDonald a écrit qu'au début des années 1910, Billy Kimber s'était tellement bien fait à Londres qu'après y avoir fait venir les gars de Birmingham, il contrôlait plusieurs grands hippodromes. Comme il était le plus influent, c'est à lui que les organisateurs des courses ont fait une offre alléchante. Et elle était très simple. Kimber et ses hommes pouvaient prélever une taxe sur qui ils voulaient, tant qu'ils maintenaient l'ordre et empêchaient les pickpockets venus de province de s'en prendre aux membres respectables du public. Les organisateurs des courses et le club des jockeys étaient tellement lassés des accusations portées contre eux qu'ils ont préféré choisir le moindre mal. Kimber a accepté cette proposition, et c'était normal, car il avait tous les gangs les plus puissants de Londres dans sa poche. Les gars de liste de Londres étaient dirigés par les frères MacDonald, qui étaient presque comme des frères, et la bande de Camden était dirigée par nul autre que George Sage, le même George qui avait autrefois présenté le jeune Billy à Wag MacDonald. En fait, il s'agissait d'une alliance entre 3 gangs, avec 3 chefs égaux qui formaient ensemble une force redoutable dans le monde criminel londonien. Kimber avait devant lui un avenir vraiment brillant. Cependant, la Première Guerre mondiale éclata et toutes les courses hippiques dans le pays, à l'exception des courses de juillet à Newmarket, furent suspendues. Kimber, la famille MacDonald et Sage se retrouvèrent du jour au lendemain sans revenus. Billy, qui venait d'avoir 31 ans, fut appelé sous les drapeaux, mais il n'y resta pas longtemps. Certaines sources affirment qu'il a été renvoyé pour raison de santé, d'autres prétendent qu'il a déserté. La seule chose qu'on sait certaine, c'est qu'il a vécu quelque temps à Dublin où il a eu un démêlé avec la justice. Kimber n'a pu revenir sur les hippodromes qu'après la fin de la guerre. Le 11 novembre 1918 marqua la fin du conflit, que beaucoup pensaient être la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Et les courses se reprirent sur les hippodromes. Mais l'ordre public n'était plus assuré, les effectifs policiers manquaient cruellement et les salaires étaient si bas que nombre de policiers vivaient dans la misère. Peu après la fin de la guerre, en 1919, la police a même déclaré une grève à laquelle le gouvernement a répondu par des licenciements massifs.
1056 personnes ont été renvoyées. Dans cet état, la police était incapable de remplir ses fonctions et la corruption régnait dans ses rangs. L'Angleterre était plongée dans une vague de banditisme sans précédent. Kimber n'oubliait pas ses racines birminghamiennes. En revenant de temps en temps dans sa ville natale, il a réussi à nouer de bonnes relations avec les gangs locaux. Ce sont eux qui ont formé le noyau de la nouvelle organisation, les Birmingham Boys ou Brum Boys. Contrairement à ce que leur nom laisse penser, tous les membres de ce gang n'étaient pas originaires de Birmingham. Certains d'entre eux faisaient auparavant partie les 40 éléphants de Londres, d'autres venaient de Hoxton ou même de Cardiff au Pays de Galles. Au début des années 1920, le nouveau gang de Kimber contrôlait presque tous les grands hippodromes d'Angleterre. Les organisateurs de courses hippiques ont été les premiers à demander à Kimber de mettre de l'ordre dans leur hippodrome, car ils comprenaient qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire eux-mêmes. La police était tout à fait satisfaite de cette situation, car Kimber assumait en fait ses fonctions. De plus, Kimber fournissait de l'argent aux policiers. L'entreprise florissante de Kimber a naturellement attiré l'attention d'autres gangsters. Au début des années 1920, le monde criminel de l'Est de Londres était contrôlé par un homme du nom de Edward Emmanuel. On sait peu de choses à son sujet, et ce que l'on sait relève davantage de la légende. Emmanuel a attiré l'attention des forces de l'ordre pour la première fois en 1904, lorsqu'il a été jugé pour avoir menacé de mort un commerçant d'Islington et pour possession d'armes illégales. Le juge l'a alors condamné à 1 an de prison. Après sa libération, Emmanuel a réussi à amasser une fortune et, au début des années 1920, il possédait déjà plusieurs bureaux de paris illégaux et organisait des combats de boxe. Edward Emmanuel considérait Billy Kimber comme un concurrent qui faisait obstacle à son expansion. Le conflit entre eux n'était donc qu'une question de temps. Alfie Solomons peut être considéré à juste titre comme l'un des personnages les plus marquants de la série. Le héros incarné par Tom Hardy a tellement marqué les téléspectateurs qu'ils lui ont consacré le plus grand nombre de fanfictions. Le scénario de la série, Steven Knight, a déclaré avoir créé ce personnage à partir d'un héros réel, tout en modifiant son caractère. Il l'a rendu plus brusque, excentrique, mais parfois amusant. Solomons a tellement plu au scénariste qu'il a même décidé de lui laisser son vrai nom en ajoutant simplement la lettre S à la fin. Le vrai personnage s'appelait Alfie Solomon. On ne sait pas grand-chose de lui. Il est né en 1892 dans une famille d'immigrants russes. Selon une légende répandue, il aurait rencontré Charles Darby Sabini pendant ses années d'école, puis avec son frère Harry, il aurait défendu les bookmakers juifs dans les hippodromes londoniens avant de devenir lui-même bookmaker. C'est là que Solomon a rencontré Kimber, ce qui a poussé Emmanuel à déclarer la guerre. Plusieurs bookmakers londoniens se sont plaints d'extorsion de la part de gangsters du sud de Londres qui, selon les rumeurs, étaient en affaire avec Kimber. Cette bande, que certains chercheurs qualifient sans détour de cinglée, a recruté plusieurs membres du gang de Kimber et s'est mise à faire chanter les bookmakers alors que ceux-ci payaient déjà un tribut à Kimber. Les bookmakers ont décidé qu'ils ne paieraient plus les services de Kimber car il ne leur fournissait pas les services promis. Ils ont demandé l'aide d'Emmanuel, qui avait des intérêts commerciaux communs avec Darby Sabini, dont il a décidé de recruter le gang pour régler cette question. En revanche, Emmanuel a décidé de mener une guerre contre Kimber par l'intermédiaire de Sabini. Solomon, quant à lui, était l'une des victimes de l'extorsion mentionnée précédemment, étant l'un des bookmakers. C'est pourquoi, avec Darby Sabini et Emmanuel, il s'est opposé à Kimber avec sa petite bande juive. Il convient également de noter que Solomon avait beaucoup moins de pouvoir dans le monde criminel que ce que nous montre la série. C'est précisément par son influence que le personnage de la série Alfie ressemble davantage à Emmanuel. Il serait donc plus correct de dire que le personnage de Tom Hardy est un mélange des deux gangsters, Solomon et Emmanuel. Des personnages russes apparaissent régulièrement dans la série. Dans la première saison, Freddie Thorne, communiste fervent et mari de la sœur de Thomas Shelby, reçoit de l'argent d'un attaché soviétique et l'intrigue de la 4e saison tourne autour d'immigrants russes qui tentent d'acheter des armes pour lutter contre les bolcheviks. Ces intrigues sont le fruit de l'imagination des scénaristes. Cependant, dans l'univers des aveugleurs à visière, on pourrait y voir une autre trace russe. Le vrai Darby Sabini a passé pratiquement toute sa vie dans le quartier de Clerkenwell. C'est là, dans la petite Italie, que Sabini a formé son gang et le pub local Griffin est devenu son quartier général. Aujourd'hui, ce quartier fait partie du centre de Londres et l'immobilier y est très cher. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant près d'1 siècle, ce quartier a été un refuge pour les migrants pauvres venus d'Italie. À une certaine époque, ce quartier était également très prisé des Russes en désaccord avec la loi dans leur pays d'origine. Au début du XXe siècle, Vladimir Ilyich Lénine, chef du prolétariat mondial, y a vécu quelque temps. Il appréciait tellement tous les avantages de la vie dans ce quartier que, à partir de 1902, c'est à Clerkenwell que fut imprimé le journal Iskra, principal organe de presse du parti bolchevique avant la révolution de 1917. Et en 1903, le pub local est devenu le lieu de rencontre entre Lénine et Joseph Staline.
L'année où Lénine rencontra Staline à Clerkenwell, le jeune Darby Sabini, qui venait d'avoir 14 ans, avait déjà quitté l'école et faisait ses premiers pas dans le monde de la boxe. Charles rêvait de devenir boxeur professionnel, mais sa carrière ne fut pas particulièrement brillante. Sabini était un boxeur médiocre, un combattant irrégulier, capable d'enchaîner quelques victoires, puis autant de défaites. Ses compétences n'étaient pas suffisantes pour briller sur le ring, mais bien assez pour travailler comme videur de bar. La vie de Darby Sabini ressemble à celle d'un personnage de conte populaire russe. Ilya Mourometz. Ce héros épique a passé 33 ans allongé sur un poêle à bois, puis s'est levé et est parti accomplir des exploits. Darby Sabini avait gîté jusqu'à l'âge de 32 ans dans le bar Griffon, jusqu'à ce qu'en 1920, il prenne la défense d'une serveuse insultée par un membre d'un gang du sud de Londres. Après cet incident, Sabini a réussi à rassembler autour de lui une bande qui a pu protéger les habitants du quartier contre l'arbitraire des autres gangs. En quelques années, le groupe italien s'est tellement développé que d'autres ont commencé à lui demander de l'aide. Le 12 mars 1921, lors des courses à Sandown Park, plusieurs bookmakers juifs tenaient un stand. Parmi eux se trouvaient Alfie Salomon et Philip Jacobs, également connus sous le nom de Hawker. Ils ont déclaré aux Birminghamers venus récupérer leur argent qu'ils ne paieraient rien, et ils ont été accueillis à coups de poing. Jacobs a été si gravement blessé qu'il est décédé quelques mois plus tard. La guerre s'intensifiait. Quelques jours après l'incident de Sandown, 2 membres du gang de Sabini tentèrent de s'introduire dans la maison de Wake MacDonald, mais ils furent abattus, puis jetés dans le quartier de Clerkenwell en guise de message à Darby lui-même. 2 semaines et demie plus tard, le 29 mars, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre Billy Kimber. Il a été retrouvé tôt le matin sur le bord d'une route dans le quartier londonien de King's Cross. Kimber avait une blessure par balle aux côtes et des blessures à la tête. Il a été rapidement transporté à l'hôpital où les médecins ont pu constater que la balle avait traversé son corps. Le tireur était Alfie Solomon. Selon certaines rumeurs, Darby Sabini l'aurait envoyé à King's Cross, près de la maison de Weg, pour négocier un éventuel cessez-le-feu. Mais la réunion aurait dégénéré. Kimber, qui éprouvait une aversion personnelle pour Alfie, se serait emporté, la querelle se serait transformée en bagarre et Solomon aurait tiré avant de s'enfuir. Alfie aurait très bien pu se retrouver derrière les barreaux, mais il se rendit de lui-même au poste de police où il déclara avoir tiré sur Kimber accidentellement. La victime était déjà sortie de l'hôpital et avait déclaré qu'il n'avait aucune plainte à formuler contre son agresseur. Solomon a été accusé d'avoir causé des lésions corporelles par négligence et 1 mois plus tard, l'affaire a été classée. Kimber a décidé de se venger de Sabini. Le 4 avril, les habitants de Birmingham ont provoqué des émeutes lors d'une course hippique à Alexander Park. Tout au long de la journée, des affrontements ont éclaté entre les habitants de Birmingham et les hommes de Sabini dans différents coins de l'hippodrome. Les reportages des journalistes ce jour-là ressemblaient à des bulletins de guerre. Les 2 camps utilisaient non seulement leurs poings, mais aussi des couteaux, des matraques et même des pistolets. Au moins une personne a été blessée par balle. Les gangsters ne se sont dispersés qu'à la tombée de la nuit. L'atmosphère sur les hippodromes était très tendue. Tout le monde attendait la prochaine initiative de Sabini. Et il faut lui rendre justice, il n'a pas déçu les attentes. Le 2 juin 1921, un événement unique est entré dans l'histoire britannique sous le nom de Bataille d'Epsom Road. Le matin même, peu avant le début des courses à l'hippodrome qui portait le même nom, Darby Sabini discutait avec des bookmakers qu'il connaissait. Leur conversation fut interrompue par l'un des complices de Sabini, Big Tex. Malgré leur matinale, Tex était déjà bien ivre. Il s'approcha de Darby et lui dit qu'il avait besoin d'argent en urgence. Darby s'excusa auprès de ses interlocuteurs et répondit à Tex qu'il le rembourserait, mais plus tard, car il n'avait pas la somme nécessaire sur lui. Tex a commencé à réclamer l'argent qui lui était dû avec plus d'insistance. Il s'est même permis une familiarité qui ne lui était pas habituelle. Il a posé sa main sur l'épaule de l'Italien. Les bookmakers attendaient avec curiosité la suite de cette scène. Darby sortit un billet de 5 livres de sa poche et le tendit à Tex, mais celui-ci frappa la main de Sabini, affirmant qu'il lui devait bien plus. Une dispute éclata entre eux qui dégénéra en une véritable bagarre quelques minutes plus tard. Armé d'un couteau, Tex se jeta sur Sabini. Mais l'ancien boxeur n'était pas si facile à prendre au dépourvu. Sabini battit Tex sous les yeux des témoins stupéfaits. Il a ensuite sorti 25 livres supplémentaires de sa poche et, en disant « Je paye toujours mes dettes », les a glissés dans la poche de la veste de Tex. La rumeur de cet incident s'est immédiatement répandue dans tout l'hippodrome. L'opinion publique s'est divisée en 2 camps. Certains estimaient que Sabini avait eu raison dans cette situation, mais qu'il était allé trop loin, tandis que d'autres exprimaient leur sympathie pour Tex. Cependant, les uns et les autres attendaient avec intérêt la suite du conflit. Tex lui-même essayait de rester loin de Sabini, buvait sans modération et se plaignait à son entourage de l'injustice dont il avait été victime. Après la fin de la dernière course, tout le monde rentra chez soi. Les bookmakers discutaient entre eux du fait que ces courses s'étaient déroulées dans le calme si l'on ne tenait pas compte de la bagarre entre Sabini et Tex qui avait toutefois pas fait couler trop de sang. Les alliés de Kimber, un groupe originaire de Leeds, s'apprêtaient également à rentrer chez eux.
Cependant, sur le parking, ils ont découvert que le camion qui les avait amenés à Epsom ne démarrait pas. Les Yorkshiremen se voyaient déjà passer la nuit dans un champ, mais Big Tex est soudainement apparu devant eux. Il emmena le chef du groupe, Johnny Edmonds, à l'écart et lui proposa un plan. La bande de Sabini est venue avec un camion, comme vous. Les clés sont encore sur le contact. Pourquoi ne pas rentrer chez vous avec leur camion ? Il ne demandait qu'une seule chose en échange, ne dire à personne que l'idée venait de lui, sous peine de représailles. Edmonds accepta. Il avait entendu parler des tensions entre Tex et Sabini et comprenait bien que l'homme voulait se venger. Et l'opportunité de rentrer chez eux dans le véhicule des ennemis était bien trop tentante. À ce moment-là, à 13 km d'Epsom, les gars de Birmingham tendaient une embuscade aux hommes de Sabini près de la route. Kimber avait personnellement choisi le lieu de l'attaque, un tronçon de route relativement calme, entouré de champs et situé juste au sommet d'une colline. Le crépuscule approchait lorsqu'un des Birminghamais, qui surveillait la route avec des jumelles, signala l'arrivée du camion de Sabini. Le camion de la Flying Squad n'avait jamais été un véhicule rapide, et encore moins lorsqu'il était rempli de monde. Il roulait à une vitesse maximale de 20 km/h, ce qui laissa suffisamment de temps aux hommes de Birmingham pour se préparer. Une voiture est sortie d'un virage et a complètement bloqué la route. Le camion a été contraint de s'arrêter, après quoi une quarantaine de Birminghamers ont surgi des buissons. Ils avaient dans les mains des haches, des marteaux, des pierres et des morceaux de briques. Ils ont commencé à sortir les gens du camion et à les battre. L'un des passagers de ce malheureux camion, Lazarus Green, se souvint plus tard de ce qui s'était passé. Alors qu'il était déjà battu, il reconnut l'un des agresseurs comme étant un habitant de Birmingham. Green cria qu'il venait de Leeds et qu'il y avait manifestement une erreur. L'agresseur a été très surpris par cette déclaration, puis a ordonné à Green de ramper vers le champ et de s'allonger derrière les arbres. C'est un miracle que personne n'ait été tué dans cette bagarre. Les policiers arrivés sur les lieux de la bagarre, ou plutôt du passage à tabac, ont découvert les hommes blessés et 2 voitures fortement endommagées. 6 victimes ont été transportées à l'hôpital, dont l'une avait perdu 3 doigts de la main. Au début, les policiers ont pensé que cette attaque était l'œuvre des nationalistes irlandais de l'organisation Sinn Féin. Les militants étaient extrêmement actifs à l'époque et un tel acte terroriste s'inscrivait donc parfaitement dans la logique des événements. Les habitants du Yorkshire ont toutefois remarqué qu'il y avait une voiture bleue sur les lieux. Satisfaits, les habitants de Birmingham, pensant avoir tabassé les hommes de Sabini, sont allés fêter leur victoire dans un pub de Hull. Mais leur fête a été rapidement interrompue par la police qui les a identifiés grâce à la voiture bleue. Tous les participants, dont beaucoup étaient couverts de sang, ont été arrêtés, puis traduits en justice. Plus de 20 membres du gang ont été condamnés aux travaux forcés. On raconte que ce soir-là, dans le quartier de Little Italy à Londres, l'ambiance était particulièrement animée au pub Griffin, le quartier général de Derby Sabini. Le chef de groupe recevait les félicitations pour sa victoire et portait des toasts à la santé de Big Tex, assis à côté de lui. La bagarre entre lui et Sabini à l'hippodrome s'est avérée être une mise en scène. Kimber, comme nous l'avons déjà dit, avait décidé de régler son compte à son adversaire. Connaissant l'itinéraire que le gang de Sabini allait emprunter pour rentrer chez lui à Clerkenwell depuis l'hippodrome, il a décidé de tendre une embuscade, rassembler des gars, trouver un moyen d'arrêter le camion des Italiens, puis tabasser tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Sabini, au courant du plan, improvisa une contre-attaque. Tôt le matin, Tex lui-même a mis hors service le camion des Yorkshires, en retirant le levier rotatif. Ensuite, selon le plan, il devait proposer aux gars de Leeds de voler le camion de Sabini. Mais Darby savait que la proposition inattendue de Tex de voler le camion allait éveiller les soupçons. Il convint donc à l'avance de provoquer une bagarre devant un grand nombre de témoins afin que la rumeur parvienne aux oreilles des alliés de Billy Kimber, le gang de Leeds. Vous connaissez la suite. Kimber prit très vite sa revanche. Il déclara la mobilisation générale et réussit à rassembler près de 200 combattants, parmi lesquels se trouvait le groupe de MacDonald, originaire du sud de Londres. Il réussit à reconstituer son groupe en seulement 3 semaines. Le 5 juillet 1921, après la fin des courses hippiques à Salisbury, les frères MacDonald attaquèrent les hommes d'Alfie Salomon et Jim Ford, le chef des Juifs, fut arrêté par la police. Peu de temps après, le 18 août, l'un des plus grands journaux britanniques, The Times, a publié un article annonçant que les voyous de Birmingham avaient commis une attaque brutale et sans précédent contre plusieurs bookmakers lors des courses hippiques à Bath. Alfie Salomon a été l'une des victimes de la bande de Kimber. Toujours prudent et prévoyant, il n'a cette fois-ci pas fait confiance à son instinct. Des rumeurs selon lesquelles un gang de Birmingham était arrivé à Bath ont circulé dès son arrivée, ce qui a poussé de nombreux bookmakers londoniens à rentrer dans la capitale sans attendre la fin des courses. Alfie a toutefois décidé de rester. Le matin, il est arrivé à l'hippodrome avec son frère Charles afin d'installer une tente pour les paris. Dès que les préparatifs ont été terminés, Alfie et son frère ont été attaqués par un groupe d'hommes armés. Alfie fut assommé à coups de poing, puis piétiné alors qu'il était inconscient. Alfie a miraculeusement survécu, s'en tirant avec seulement quelques fractures.
Les habitants de Birmingham ne se sont pas contentés de passer à tabac Solomon, qu'ils détestaient. Les tentes de tous les bookmakers qui travaillaient pour Sabini ont été saccagées. La foule a même tenté de pénétrer sur le terrain, mais la police, arrivée sur les lieux, a réussi à le repousser hors de l'hippodrome. La vengeance de Sabini ne se fit pas attendre. Le lendemain des émeutes de Bath, les Italiens attaquèrent en plein jour l'un des bookmakers qui travaillait avec Kimber. Ils tentèrent de le sortir de sa voiture, mais la police montée arriva à temps. Edward Emmanuel ne perdit pas non plus de temps. Profitant du tapage médiatique qui décrivait avec délectation tous les débordements commis dans les hippodromes et leurs environs, il créa l'Association pour la défense des intérêts des bookmakers et des joueurs. Quelques mois plus tard, Darby Sabini y adhéra. Cette organisation avait pour but de priver Kimber du contrôle des hippodromes et, par la même occasion, de l'une de ses principales sources de revenus. Avec l'accord du club des jockeys, elle commença à imprimer les listes de l'une de ses principales sources de revenus. Avec l'accord du club des jockeys, elle commença à imprimer la liste des participants aux courses et les tickets de paris. Auparavant, ces tickets étaient vendus à des prix exorbitants par Kimber. À ce moment-là, les deux parties au conflit se trouvaient dans une impasse. Le groupe de Kimber s'était considérablement affaibli après les dernières batailles, et les hommes de Sabini comprenaient qu'ils pouvaient garder le contrôle des hippodromes du sud de l'Angleterre, mais qu'ils n'avaient pas la force nécessaire pour s'emparer de ceux de l'ouest. La seule issue à cette situation était la négociation, et une paix tant attendue. Kimber et Sabini se partagèrent la carte de l'Angleterre en deux. Les hippodromes du nord de l'Angleterre, dans le Midland et le West Country, revinrent aux Birminghamais, tandis que ceux du sud et de l'est revinrent à Emmanuel et Sabini. Les partenaires londoniens de Kimber, les frères MacDonald et George Sage, étaient mécontents de la situation, car leurs revenus avaient chuté. 6 mois après le cessez-le-feu, ils ont déclaré eux-mêmes, sans la participation de Kimber, une nouvelle guerre aux hommes d'Emmanuel et de Sabini. Cette guerre se déroula exclusivement à Londres, les gars de Birmingham n'y ayant pratiquement aucune implication. Les affaires de Sabini n'allaient pas non plus pour le mieux. Il n'appréciait pas qu'Emmanuel soit devenu le chef de la nouvelle Association pour la défense des intérêts des bookmakers et des joueurs à l'issue de la guerre menée par Sabini. En tant que l'un des dirigeants de cette association, Sabini exigea une augmentation de sa part. Emmanuel refusa, puis renonça complètement à ses services. Cependant, Darby avait à ce moment-là des problèmes encore plus graves, un conflit avec le gang des frères Cortési. Les frères Cortési, Auguste, Enrico, Paolo et George, étaient alliés à Sabini. Mais ils se sentent trahis depuis que ce dernier a signé une paix avec Kimber. Ils ont tenté de régler le problème à l'amiable et ont demandé à Sabini de compenser d'une manière ou d'une autre leurs pertes, mais celui-ci a refusé. Le 20 novembre 1922, les deux camps se retrouvent pour mettre les choses au clair au pub Fratellanza. Sabini savait déjà que les Cortési s'étaient alliés au groupe d'Alfie Salomon. Alfie voulait lui aussi augmenter ses revenus. Les participants ne parvinrent pas à s'étendre et, à un moment donné, Paul Cortési saisit une tasse de café brûlant et en jeta le contenu au visage du frère de Darby, Harry Sabini. Une bagarre éclata et il s'avéra que les Cortési étaient venus à la réunion armés de revolvers. Une fusillade a éclaté, au cours de laquelle Harry a été blessé. Quelques jours plus tard, les frères Cortési se sont rendus à la police. Enrico et Auguste ont été condamnés à 3 ans de prison. Mais le conflit ne s'est pas arrêté là. Billy Kimber perdait également peu à peu son influence. Il s'installa définitivement à Londres où il passait le plus clair de son temps dans les boîtes de nuit. À cette époque, la paix fragile entre Birmingham et Londres commençait à nouveau à se fissurer. Les anciens accords n'étaient plus respectés aussi scrupuleusement qu'auparavant et, en 1925, tout était prêt pour le début d'une nouvelle guerre pour les hippodromes. Darby Sabini n'y prit pas part activement. Dans le camp Sabini, le pouvoir passa à Harry, le frère de Darby, qui tenta de prendre le dessus dans la guerre contre la famille Cortési. 2 ans plus tôt, en 1923, Alfie Salomon avait été condamné à 3 ans de prison pour le meurtre involontaire d'un bookmaker londonien. Solomon risquait une peine plus longue, mais ses avocats avaient réussi à convaincre le jury qu'il avait agi en légitime défense. Le premier coup dans cette nouvelle guerre fut porté par Harry Sabini. Il envoyait aux propriétaires d'hippodromes et aux bookmakers des lettres dans lesquelles il exigeait plus d'argent à partir de la nouvelle saison et menaçait de payer en cas de refus. Le sang coula à nouveau entre les gangs, mais cette guerre fut plus courte que celle qui avait secoué les hippodromes anglais quelques années auparavant. Les guerres des hippodromes ont attiré l'attention du gouvernement. À cette époque, la police britannique avait commencé à regagner l'autorité qu'elle avait perdue. Sur ordre spécial, une unité spéciale a été créée à Scotland Yard, chargée de rendre les hippodromes anglais sûrs pour les citoyens. Le club des jockeys a créé son propre service de sécurité, chargé de maintenir l'ordre à l'intérieur des hippodromes. Ses employés avaient le droit de refuser l'accès aux hippodromes aux visiteurs douteux et d'expulser les bookmakers de l'enceinte. Les règles d'admission des bookmakers ont également changé. Désormais, seuls les membres de l'association des bookmakers, dont la candidature était soutenue par au moins 2 collègues, pouvaient devenir bookmakers, et la violence a progressivement disparu des hippodromes britanniques.
Le dernier incident rappelant le bon vieux temps s'est produit à la fin des années 1920 lorsqu'un des complices d'Alfie Solomon a organisé une bagarre à l'hippodrome de Great Yarmouth. Solomon a dû répondre lui-même des actes de son homme de main et une fois de plus dans sa vie, il s'est retrouvé passé à tabac. Sabini et Kimber ont vieilli et se sont retirés des affaires. Sabini a réalisé son rêve de toujours et s'est installé près de la mer, à Brighton, où il gagnait sa vie comme bookmaker et s'occupait de son jardin pendant son temps libre. Mais la fin de sa vie est beaucoup moins paisible. Après le début de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée de l'Italie dans l'alliance avec l'Allemagne fasciste, Sabini fut interné sur l'île de Man, où il devait passer 2 ans aux travaux forcés. Les autorités britanniques n'ont pas changé d'avis, mais après avoir appris que Sabini était né et avait grandi en Angleterre, qu'il possédait des biens immobiliers à Londres et qu'il avait du mal à s'exprimer en italien et qu'il n'avait jamais mis les pieds en Italie de sa vie, elles ont réglé leur vieux compte avec lui. Sabini ne put retourner en Angleterre qu'en 1944, peu après la mort de son fils unique, Ottavio, tombé dans le ciel égyptien au combat, pilote dans la Royal Air Force. Charles Darby Sabini mourut en 1950. Le frère de Sabini, Harry, vécut jusqu'en 1978. La vie de Billy Kimber prit une autre tournure. En 1927, il décida de s'installer aux États-Unis après avoir, selon la légende, tiré plusieurs coups de feu sur la porte du pub Griffon, qui fut autrefois le quartier général de Sabini. Aux États-Unis, Kimber eut des démêlés avec la justice et, après quelques années, il retourna en Angleterre où il se lança dans les courses de chiens. On perd ensuite sa trace. Selon certaines rumeurs, il aurait pris des paris sur des courses d'obstacles et serait décédé en 1945, laissant une fortune considérable à ses 2 filles d'un second mariage. Alfie Solomon est celui qui est resté le plus longtemps dans le milieu. Il a purgé sa peine en prison au milieu des années 1920, puis, une fois libéré, il a repris son ancien métier de bookmaker. Ses revenus n'étaient plus aussi importants qu'autrefois et c'est pourquoi, en 1930, Solomon a décidé de prendre un risque. Il n'a pas mis en scène sa mort comme dans la série, mais a plutôt écrit une lettre au procureur dans laquelle il se plaignait des menaces de ses concurrents. L'homme qui, quelques années auparavant, était l'un des principaux protagonistes des guerres des hippodromes, était devenu une victime. En échange, Solomon proposait ses services d'informateur. Cependant, il s'est avéré qu'il essayait simplement, comme auparavant, de tirer profit de la situation. Solomon avait des intérêts dans les courses de chiens et espérait, par sa lettre, attirer l'attention des forces de l'ordre sur son concurrent. Il ne courait aucun danger. Les policiers, qui considéraient Solomon comme un scélérat fini dont les ennemis avaient plus besoin de protection que lui, ignorèrent cette lettre. À en juger par le fait qu'il est décédé 25 ans après l'envoi de la lettre en question, en 1955, les policiers avaient plutôt raison. L'un des personnages les plus marquants de la série est celui incarné par l'actrice Helen McCrory, Elizabeth, alias Polly Gray. La tante des frères Shelby remplace leur mère, gère les affaires de la famille et jouit d'une plus grande autorité que certains hommes de la famille. C'est elle qui tue de sang-froid l'inspecteur Campbell à la fin de la 2e saison. Mais une femme comme elle a-t-elle vraiment existé ou aurait-elle pu prétendre à un tel pouvoir au sein du gang ? On sait que de nombreux gangs, dont les Billy Boys, bien connus des téléspectateurs de la série, comptaient des filles dans leur rang. Les journaux de l'époque les diabolisaient ouvertement. Selon certains journalistes de l'époque, ce seraient les filles qui provoquaient la plupart des bagarres, en flirtant volontairement avec des membres des gangs rivaux. Certains allaient même jusqu'à dire que les jeunes femmes étaient moins attachées à un garçon en particulier qu'à la bande elle-même. Une fille était considérée comme la propriété du gang qu'il fallait protéger des étrangers avec la même jalousie que le territoire de son quartier. Un journaliste du Glasgow Record affirmait que ces filles se prostituaient régulièrement et que les chefs des gangs jouaient le rôle de proxénètes. Il n'existe toutefois aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Des membres du gang des Billy Boys ont rappelé des années plus tard que les filles qui les accompagnaient devaient être à la mode et élégantes, non pas pour se prostituer, mais parce que le statut de jeune homme membre du gang l'exigeait. Les filles n'étaient pas obligées de provoquer des bagarres, et encore moins d'y participer, mais elles pouvaient apporter une autre aide. Les filles qui accompagnaient les gangsters pouvaient emporter avec elles des pierres et des bouteilles qui étaient utilisées lors des affrontements. Et si la police intervenait, elles pouvaient fournir un alibi ou faire de faux témoignages. Les bagarres entre filles qui appartenaient à des gangs différents étaient extrêmement rares. Cependant, l'histoire a conservé le nom d'une femme dont la réputation aurait fait pâlir d'envie plus d'un homme. Elle s'appelait Agnes Hadji Reed. Agnès faisait partie d'un gang appelé les Redskins, peau rouge, qui a connu son apogée pendant la Première Guerre mondiale. Selon ses contemporains, elle maniait le rasoir avec une grande habileté et il fallait au moins 4 policiers pour l'arrêter. Même après la dissolution de sa bande, sa réputation la précédait. Entre 1917 et 1926, elle a été arrêtée 59 fois. Et bien que plus de la moitié de ses condamnations a été prononcée pour trouble à l'ordre public, Agnès s'est retrouvée 13 fois en prison pour s'être battue avec des policiers. Agnès abusait de l'alcool et ne dédaignait pas la prostitution, mais sa biographie est sans doute une exception à la règle plutôt qu'une norme générale.
Elle a impressionné ses contemporains et les mots du juge qui lui a prononcé sa dernière sentence nous sont parvenus. Nièce Reed, qui n'avait alors que 24 ans, a entendu les mots suivants. « Vous les femmes, vous devenez pire que les hommes ». Le personnage de Polly Gray n'avait probablement pas de prototype réel, mais la série montre très bien le rôle des femmes dans les gangs de l'époque. Steven Knight a su donner à l'héroïne de McCrory les traits de caractère sans lesquels elle n'aurait pas survécu dans les rues de Small Heath. La dureté et la justice, la féminité et la volonté d'aider ses neveux dévoyés, qui se retrouvent sans cesse mêlés à des ennuis. Helen McCrory, décédée d'un cancer en 2021, a su incarner à l'écran toute la complexité et les contradictions de son personnage, qui est devenu l'un de ses meilleurs rôles au cinéma. Le personnage de l'acteur néo-zélandais Sam Neill, inspecteur Campbell, est également fictif. Cependant, il y avait dans l'histoire un homme très similaire dont le scénariste et showrunner de la série Steven Knight ne pouvait ignorer l'existence. Son nom est Percy Silitow. Tout comme Campbell, il n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, à l'exception d'une brève période passée en Afrique de l'Est. Après la guerre, de 1931 à 1943, il a occupé le poste de constable de police à Glasgow, c'est-à-dire qu'il était le chef des forces de l'ordre de la ville. Certains chercheurs estiment que c'est grâce à ses efforts que le gang des Billy Boys a été chassé des rues de Glasgow. À la période écossaise de sa carrière, Silitow a supervisé le travail des services secrets anglais sur la côte britannique à l'approche du débarquement des Alliés en Normandie. Après la guerre, Silitow a été récompensé par le poste le plus important de sa carrière. Il a dirigé seul, pendant 7 ans, les services secrets britanniques, le MI5. Cependant, son action dans ce rôle est restée relativement discrète et, au contraire, il n'a pas été à la hauteur de ses fonctions. Alors que Silitow était à la tête des services secrets, un scandale éclata lié à la fuite en Union soviétique de 2 espions britanniques, membres du célèbre groupe des 5 de Cambridge, Guy Burgess et Donald MacLean. L'enquête qui a suivi a révélé que les services de contre-espionnage n'étaient pas au courant de la fuite imminente et Silitow a été contraint de quitter son poste. Au cours de sa carrière, il a été récompensé par l'ordre de l'Empire britannique et a été relevé au rang de chevalier. L'ancien chef des services secrets a laissé derrière lui ses mémoires intitulées Clock with a Dagger. Ces mémoires ne mentionnent pas le retour des mitrailleuses volées, mais il est fort possible que Percy Silitow ait inspiré Steven Knight pour créer le personnage du Major Campbell. Les historiens, eux, ont un avis partagé sur lui. Certains lui rendent hommage pour avoir réformé la police de Glasgow et l'avoir doté de moyens de communication les plus modernes de l'époque, alors que certains autres saluent son action à la tête de la police de Glasgow, qu'il modernise avec les technologies de communication les plus avancées de l'époque. D'autres, en revanche, trouvent que ses mérites sont largement surestimés. Dans la 5e saison de la série, le spectateur découvre pour la première fois à l'écran les membres du gang des Billy Boys. Il commence par éliminer brutalement les plus proches collaborateurs de Thomas, puis laisse à ce dernier un message sinistre, son propre épouvantail, abandonné au milieu d'un champ miné. Les Billy Boys sont un gang qui a réellement existé, nommé en l'honneur de Guillaume III d'Orange. Les gangs urbains n'avaient rien de nouveau pour l'Écosse. Les premiers sont apparus à peu près à la même époque qu'en Angleterre, dans les années 1970. Cependant, si les Anglais se regroupaient en gangs pour des raisons territoriales, puis plus tard pour gagner de l'argent, à Glasgow, deuxième ville de l'Empire, les gangs de jeunes se divisaient également selon leur religion. La ville était coupée en deux, les protestants détestaient les catholiques, et la haine était réciproque. La question de la foi était déterminante pour trouver un emploi ou se marier. Les catholiques vivaient dans l'East End et soutenaient le club de football Celtic, tandis que les protestants, ou orangistes comme on les appelait aussi, habitaient dans le South Side et étaient fans des Rangers. Les Billy Boys se sont fait connaître à Glasgow grâce à leur participation au défilé annuel organisé par l'ordre des orangistes locales. Ces défilés, ou processions, avaient lieu chaque année la veille du 12 juillet. La mission des Billy Boys était de maintenir l'ordre et de protéger les participants à la marche pacifique contre les foules de catholiques hostiles. Le parcours de la marche traversait souvent des quartiers catholiques qui considéraient la présence des protestants dans leurs rues comme une insulte. Ces marches protestantes attiraient toujours une foule immense et en juillet 1927, environ 40 000 personnes ont participé au défilé, dont la sécurité était assurée par 200 hommes de Billy. Outre la grande marche du 12 juillet, de nombreux défilés de moindre envergure étaient organisés, mais rares étaient ceux qui se terminaient tranquillement et sans bagarre. Peu à peu, les Billy Boys sont passés de la protection des marches pacifiques aux raquettes. La plupart des membres du gang étaient au chômage, ils obligeaient donc les propriétaires des boutiques et des magasins locaux à leur verser une contribution mensuelle. Lors de l'arrestation d'un membre du gang, les commerçants locaux devaient également payer une petite somme d'argent pour assurer sa défense au tribunal. Les sommes demandées étaient généralement modestes et les commerçants les payaient donc pour éviter des problèmes. La police locale avait remarqué cette situation, mais personne ne s'en plaignait. La presse considérait Eli Webb et John Ross comme les chefs des Billy Boys, mais le véritable leader était Billy Fullerton. À la fin des années 1920,
On estimait que le gang comptait environ 400 membres répartis en groupes de 30 à 40 personnes. Chaque groupe avait son propre chef de brigade, responsable de ses hommes et chargé de les mobiliser en cas de besoin, notamment pour les défilés. Comme on l'a dit, tout le pouvoir était concentré entre les mains d'un seul homme, Billy Fullerton. Il est né en 1906 à Glasgow. Selon lui, il y a eu une enfance heureuse et des parents qui lui ont donné de l'amour et une bonne éducation. Fullerton racontait souvent qu'il était très prometteur dans le football dans sa jeunesse et qu'il aurait dû avoir une carrière sportive brillante. Cependant, après un match où il avait fait une performance époustouflante, il a été agressé par plusieurs Irlandais catholiques qui lui ont cassé les deux jambes. Billy dut alors renoncer à ses rêves de sport de haut niveau. Il s'adonna également à la boxe et combattit même pendant un certain temps dans la catégorie poids léger. 14 ans, il décida de quitter l'école et de suivre les traces de son père en travaillant dans un chantier naval local où il réparait des chaudières à vapeur. Ses parents ne s'y opposèrent pas, mais une déception attendait Fullerton au travail. Après avoir gravi tous les échelons, de l'apprenti à l'ouvrier, il fut licencié car il était plus avantageux pour la direction du chantier naval d'embaucher un nouveau travailleur mineur que de payer le salaire complet de Billy. À cette époque, il était difficile de trouver du travail en Grande-Bretagne. L'économie était en crise et Fullerton partit donc chercher du travail au Canada. Là-bas, les emplois étaient également rares et Billy fut contraint de rentrer chez lui où il trouva un petit boulot dans un cinéma. Ce travail n'était pas pour les âmes sensibles. À l'époque, le cinéma était très populaire auprès des jeunes chômeurs qui n'avaient pas toujours les moyens de s'acheter un billet. Un jour, Billy a aidé le chef de service à expulser du cinéma plusieurs jeunes qui avaient commencé à se battre pendant la séance. En rentrant du travail, Billy a vu ce groupe devant la porte de chez lui. Il s'agissait de membres d'un gang local qui voulaient se venger de Billy pour l'insulte qu'il leur avait, selon eux, infligée au cinéma. Une bagarre a éclaté, au cours de laquelle Billy a réussi à se défendre. Bien qu'il fût attaqué par 4 personnes, Billy tint bon, réussit à les faire fuir et poursuivit l'un d'eux jusqu'au poste de police où il le passa à tabac devant les agents. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le quartier et quelques jours plus tard, plusieurs jeunes gens se sont rapprochés de Fullerton et se sont présentés comme les Billy Boys. Ils lui ont dit qu'il avait entendu parler de la bagarre et lui ont proposé de rejoindre leur rang. Fullerton a accepté et peu à peu, il est devenu un membre indispensable du groupe. Il s'est illustré dans des bagarres de rue, a organisé des déplacements du gang pour assister aux matchs de leur équipe préférée, les Rangers, puis est devenu responsable de la collecte de fonds. Outre les contributions forcées imposées aux commerçants, une part importante des revenus du gang provient de ses propres membres. Les chômeurs pouvaient payer 6 pence par semaine et ceux qui avaient un emploi payaient un shilling. Les bookmakers locaux versaient 1 livre par semaine. La presse locale évoquait aussi des paiements secrets de la part de grandes entreprises. Fullerton n'a jamais confirmé ces rumeurs, mais il disait parfois aux journalistes que certains noms les auraient étonnés. Les Billy Boys proposaient également leurs services pour régler divers litiges sans avoir recours à la justice. Selon Fullerton lui-même, ce service ne coûtait que 2 livres, soit beaucoup moins cher que des frais de justice. Dans les années 1930, les Billy Boys sont à leur apogée. Il ne s'agissait pas simplement d'un groupe criminel dirigé par un leader charismatique, mais d'un véritable syndicat. Le gang était dirigé par un comité qui comprenait même des secrétaires et des trésoriers. Le gang comptait 2 générations, les anciens et les jeunes, qui portaient le nom de Derry Boys. Les nouvelles recrues rejoignaient les rangs des Derry Boys et ne pouvaient passer chez les anciens, les Billy Boys, qu'après une partie d'essai et après avoir prouvé leur courage. Le plus jeune membre des Derry Boys n'avait que 14 ans. Fullerton ne cachait pas que, de temps à autre, les Billy Boys prêtaient main forte à divers rassemblements politiques en échange de dons. Il précisait toutefois que, pour lui, ce n'était pas une affaire d'argent, mais une question de patriotisme et de conviction profonde. Les Billy Boys imprimaient et distribuaient des tracts avec des slogans tels que « Soutenez le roi, le pays et la Constitution » et « Protégez les autres protestants », ce qui se traduisait également par des perturbations constantes des rassemblements et des marches de gauche. Les communistes locaux étaient particulièrement visés par les Billy Boys. Ce qui rendait la situation encore plus intrigante, c'est que la loyauté affichée des Billy Boys envers la couronne allait à l'encontre des positions de nombreux travailleurs écossais. À cette époque, la vie politique anglaise était marquée par une lutte acharnée entre le vieux parti conservateur, qui défendait les intérêts des grands magnats et des industriels, et qui était en fait soutenu par les Billy Boys, et les jeunes partis travaillistes qui défendaient au contraire les intérêts du mouvement ouvrier. À la défaite des travailleurs aux élections législatives de 1931, les Billy Boys se sont tournés vers d'autres partis politiques. Tout en restant fidèles à la couronne, les hommes de main de Fullerton ont toutefois servi de garde du corps à des politiciens de tous bords. Seul le montant des dons que les personnes intéressées pouvaient verser à la caisse des hommes de Billy avait de l'importance. Il est intéressant de noter que, malgré ses activités criminelles très variées, Fullerton lui-même n'a été incarcéré qu'à quelques reprises. Ses peines n'ont pas été longues, pas plus de 3 ans au total, et ont été purgées pendant sa jeunesse.
Percy Siditow, l'un des chefs de la police de Glasgow à l'époque, écrivit plus tard dans ses mémoires que Fullerton n'avait jamais été un criminel au sens habituel du terme. Selon lui, Fullerton était plutôt un guerrier, un chef qui donnait le droit de voler aux autres, préférant rester dans l'ombre. Ils entament les années 1930 dans une position de force. Au début de cette décennie, la demande en whisky et en cigarettes bon marché a considérablement augmenté à Glasgow. Les hommes de Fullerton cambriolent des magasins, puis écoulent les marchandises volées par l'intermédiaire de leurs revendeurs de l'ombre, les gens qui ne posaient jamais de questions et étaient prêts à payer un bon prix. Par la suite, lorsque le boom automobile a commencé à Glasgow, les membres du gang se sont souvent mis à voler des voitures. Les voitures de luxe étaient revendues, tandis que les modèles bon marché servaient à commettre des vols. Peu à peu, les rangs de Billy Boys se remplissaient de jeunes attirés par le monde du crime organisé. Ces jeunes ne s'intéressaient ni à la religion, ni aux conflits interconfessionnels. Ils voulaient porter des vêtements coûteux et avoir de l'argent pour faire la fête. De temps en temps, les politiciens utilisaient même cette dernière circonstance à leur avantage. Les jeunes gens en costume coûteux étaient souvent arrêtés dans les rues des quartiers pauvres, puis emmenés au poste où on leur demandait d'expliquer l'origine de leur argent. Contrairement aux membres de gang, Fullerton n'oubliait jamais sa foi et les avantages qu'elle pouvait lui apporter. En 1935, Billy Fullerton se rendit à la marche annuelle de juillet, non pas n'importe où, mais à Belfast. À l'époque, la capitale de l'Irlande du Nord était peuplée d'une population mixte, composée de catholiques et de protestants, mais tous étaient unis par leur hostilité envers la famille royale et le roi George V. Les jeunes hommes de Glasgow voulaient par leur visite soutenir les orangistes locaux. Au total, environ 40 000 personnes se sont rassemblées et la marche s'est déroulée dans le calme, mais après sa fin, les catholiques locaux ont attaqué les membres de la loge orangiste. Il faut dire que le niveau de violence en Irlande était bien plus élevé qu'en Écosse. Si les loyalistes utilisaient des couteaux et des rasoirs, les Irlandais recouraient, eux, souvent aux armes à feu. Les affrontements ont fait 4 morts, 2 protestants et 2 catholiques, et 19 blessés. Lorsque, le lendemain, les membres des Billy Boys ont décidé d'honorer la mémoire de leurs compagnons morts pour leur foi, les émeutes ont repris. Les jeunes de Glasgow ont mis le feu dans les maisons des catholiques, qui ont riposté avec des armes à feu. Dans la confusion, 2 protestants ont été tués et plusieurs membres des Billy Boys ont été grièvement blessés. La police n'était plus en mesure de rétablir l'ordre et l'armée est venue en renfort. Les Billy Boys sont rentrés chez eux, à Glasgow, sans leur chef. Billy Fullerton a été arrêté dans la nuit du 13 juillet. Il a passé 2 semaines derrière les barreaux avant d'être libéré. Fullerton a déclaré par la suite qu'on avait tenté de l'accuser de meurtre, mais que l'enquête n'avait pas trouvé de preuves. Les émeutes de Belfast se sont poursuivies jusqu'à la fin du mois de juillet, faisant environ 10 morts. C'est peut-être lors de ce voyage que Fullerton a compris qu'il devait éviter tout contact direct avec les hommes de Billy. Il n'avait pas l'intention de rompre tout contact avec eux, mais il a commencé à s'intéresser à la légalisation de ses activités. Peu de temps après, il a annoncé qu'il quittait le gang. Billy a alors pris la tête du Brighton Social Club, qui s'occupait des loisirs des jeunes du quartier et venait en aide aux personnes dans le besoin. Il était chargé d'organiser des sections sportives et des bibliothèques. Bref, tout ce qui pouvait aider à protéger les jeunes des bidonvilles de l'influence néfaste de la rue. Jimmy McKay est devenu le chef nominal de la bande criminelle. Cet homme a gravi tous les échelons de la hiérarchie du gang, en commençant par sa section jeunesse, les Derry Boys. Il faut dire que l'influence de cette branche jeune s'est fortement accrue ces dernières années. Les anciens se retirent peu à peu, et certains sont en prison, et d'autres se sont rangés. Mais même si, à la fin des années 30, les Billy Boys apparaissent de moins en moins dans les chroniques criminelles de Glasgow, les membres du gang continuent à se livrer à des activités criminelles. L'une des principales intrigues de la 5e saison de la série Peaky Blinders réside dans l'opposition entre Thomas Shelby et Oswald Mosley, le leader des fascistes britanniques. Mosley, tout comme Winston Churchill, est un personnage historique qui a réellement existé. Vétéran de la Première Guerre mondiale, brillant orateur charismatique, il est devenu, à seulement 22 ans, le plus jeune député du Parlement britannique. Il se présentait comme le défenseur des personnes qui avaient survécu à la guerre, mais qui ne trouvaient pas leur place dans la réalité de l'après-guerre si sévère. Il n'était satisfait ni du programme politique des conservateurs, ni de celui des travaillistes, et c'est pourquoi, après avoir brièvement adhéré à chacun de ces partis, il décida de fonder le sien. Lors d'un séjour en Italie en 1932, Mosley fut séduit par les idées du fascisme italien et les discours de son leader, Benito Mussolini. De retour en Angleterre, Mosley a fondé l'Union britannique des fascistes. Cette initiative lui a coûté beaucoup d'anciens amis et sa femme, qui ne partageait pas ses nouvelles opinions radicales, mais peu à peu, Mosley a attiré des partisans. Mosley comprenait que plus son organisation serait nombreuse, plus elle attirerait l'attention. Il fonde au sein de son union un groupe paramilitaire appelé les Black Shirts, ou la milice volontaire pour la sécurité nationale, les fameuses chemises noires. Il était chargé de protéger les rassemblements de l'union fasciste et de maintenir l'ordre, car chaque réunion publique des fascistes se terminait par des bagarres. Cependant,
leur force était clairement insuffisante et Mosley a donc dû chercher du soutien ailleurs. Certains chercheurs considèrent que Fullerton était l'un des principaux alliés de Mosley, lui fournissant régulièrement des combattants pour assurer la sécurité des rassemblements et d'autres événements plus délicats. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Même si les hommes de Billy contrôlaient pratiquement tout Glasgow, ils étaient clairement trop peu nombreux pour assurer le soutien de Mosley dans tout le Royaume-Uni. On sait avec certitude que des personnes liées aux hommes de Billy ont assuré la sécurité de Mosley lors du rassemblement à Glasgow. Mais c'est là que s'arrête la relation entre Fullerton et Mosley. Au moment où l'Union britannique de fascistes atteint l'apogée de sa courte existence, Fullerton s'est déjà retiré de la direction active des Billy Boys. Et même si certains gars de Billy ont pu participer à la sécurité de certains rassemblements de l'Union à Glasgow, on ne peut pas parler d'une coopération à part entière. Il s'agit là d'une légende aussi répandue que les rumeurs selon lesquelles Fullerton aurait tenté de former une section du Ku Klux Klan à Glasgow ou que les Billy Boys doivent leur nom à Billy. Mais il est certain que, dès 1923, Billy Fullerton rendait service au parti fasciste local. Il ne faut pas confondre ce parti avec l'Union des fascistes britanniques de Mosley. Bien qu'il ait été relativement important au début des années 1920 et ait même réussi à rassembler 1 millier de personnes lors d'un rassemblement, il traversait une période difficile au moment où Mosley lance son mouvement qui finira par l'absorber. Fullerton n'a jamais été officiellement membre de cette organisation et leur collaboration reposait uniquement sur leur haine commune des communistes. Fullerton lui-même n'aimait pas évoquer cet épisode de sa vie. Déjà dans les années 50, lorsqu'un journaliste lui demandait ses liens avec les fascistes, il répondait qu'il avait du mal à définir le terme fasciste. L'ancien chef des gars de Billy racontait qu'à l'époque, dans les années 1920, il lui semblait que ce parti pouvait donner quelque chose d'intéressant. La 5e saison se termine par une bataille sanglante entre les hommes d'Alfie Solomons et les chemises noires de Mosley, tandis que le sniper Barney tente d'abattre le leader fasciste en plein discours. On peut affirmer avec certitude que les hommes de Billy ne faisaient pas partie des chemises noires. La carrière politique du vrai Oswald Mosley s'est terminée dans des circonstances similaires. Le 4 octobre 1936, les fascistes britanniques ont subi une défaite écrasante lors de leur marche sur Cable Street à Londres. La communauté juive s'est opposée aux fascistes et, malgré la présence renforcée de la police, a réussi à les repousser. La réputation de Mosley aux yeux des Britanniques ordinaires est tombée au plus bas, et après l'arrivée au pouvoir d'un autre héros de la série, Winston Churchill, l'Union fasciste a été purement et simplement mise hors la loi. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, les activités du parti ont été interdites et Mosley s'est retrouvé en prison. Après sa libération, il a tenté à plusieurs reprises de relancer l'œuvre de sa vie, mais a finalement été contraint de quitter l'Angleterre. Le leader des fascistes britanniques est mort en exil volontaire en France à l'âge de 84 ans. Les hommes de Billy ont eux aussi progressivement quitté la scène historique. Certains attribuent ce déclin à l'action de Percy Silito, chef de la police locale de 1931 à 1943. Malgré sa contribution à la lutte contre le crime organisé, le temps a fait beaucoup plus pour Glasgow. De nombreux membres de gangs ont été enrôlés dans des forces armées pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu d'entre eux sont revenus vivants et en bonne santé. Glasgow a beaucoup souffert des bombardements allemands pendant la guerre et de nombreux quartiers ont été détruits. De nouveaux gangs ont vu le jour dans les nouveaux quartiers, mais ils n'avaient rien à voir avec les gars de Billy. L'ancien chef du gang, Billy Fullerton, est mort en 1962 à l'âge de 56 ans. Ses funérailles ont rassemblé une foule immense. À la fin de l'année 2023, une nouvelle tombe. Les créateurs de la série Peaky Blinders travaillent sur une suite. Le scénario d'un long métrage dont l'action se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale est déjà terminé. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la sortie de la première saison, Cillian Murphy a remporté un Oscar, d'autres acteurs ont réussi à se faire remarquer dans plusieurs projets emblématiques. Il ne fait aucun doute que le film attirera un large public et peut-être que l'histoire continuera dans une prochaine vidéo.